Ça va être rapide, 20 minutes. J'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui doivent se demander mais qu'est-ce que je vais apprendre. C'est parti. Oui, je suis designeuse de produits et de services numériques. Je participe notamment à la conception des interfaces que des humains vont utiliser. Et bon, du moins, c'est un peu comme ça qu'on me définit. On me définit comme le fait que je sois garante d'une bonne expérience utilisateur, comme quoi je porte la parole dans les équipes, dans l'équipe. Mais alors, pourquoi est-ce que ma vision a un peu changé, si on lit le titre, qui est un monde où le système prime sur l'utilisateur? En fait, j'ai pu vivre 2 moments marquants, et c'est ça qui m'a fait évoluer dans ma posture. Le premier moment marquant, c'est quand j'ai compris qu'il y avait 2 mondes qui cohabitaient ensemble pour créer des produits et des services numériques. Le premier monde, c'est le monde du business, avec des clients, avec le commanditaire, qui porte la vision, qui la porte coûte que coûte, pardon, là c'est peut-être un petit peu mieux, qui porte la vision coûte que coûte, qui porte vraiment aussi toute la notion de business, et qui prend les décisions. Et à côté, il y a l'autre monde, celui de l'expertise, avec tous ces cerveaux ultra cartésiens, très experts, qui travaillent ensemble pour réaliser ces produits-là. Et moi, en fait, de mon bureau, en fait, je suis un peu entre les deux et je vois ces 2 mondes cohabiter et je suis perdue. Et en fait, c'est là où moi j'ai l'impression d'être dans cette équipe et qu'ensemble on travaille à modifier, à améliorer un autoradio. Voilà, parce que le client veut vraiment se placer en tant que pionnier sur le marché. Ça bug un petit peu mon micro ou ça va? Il bouge. Je sais pas si c'est mes cheveux ou c'est trop de cheveux. Alors voilà. Et donc l'idée c'est ça, c'est moi je suis entre les deux et je vois cette autoradio qui est vraiment on travaille là-dessus très précisément, on tourne un peu les boutons, on les change. Mais en fait, ce que je vois aussi, c'est qu'en fait, on est tous dans une voiture, que cette voiture, elle est en train de rouler droit vers le précipice et qu'on n'a pas du tout priorisé la réparation des freins. On est en train de corriger on est en train d'améliorer l'autoradio, c'est pas grave. Et ça, c'est le deuxième moment marquant dans ma carrière. C'est vraiment ce moment où j'ai pris conscience des enjeux qui étaient bien plus importants, à mon sens, que de simplement penser à nos utilisateurs finaux. Finalement, c'est vraiment d'ancrer le produit durablement dans un système, dans tous les systèmes qui sont concernés. Donc c'est là où j'ai choisi finalement d'arrêter de faire juste des maquettes, mais finalement de m'orienter plutôt vers de la conception de manière plus engagée et plus responsable. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se dire, en fait, on n'est qu'une petite goutte d'eau dans un énorme océan. C'est vrai, on est une petite goutte d'eau dans l'océan et on fait partie d'une équipe. On construit un produit, on fait partie d'une équipe, mais cette équipe, elle est dans une entreprise ou en tout cas dans une structure. Et cette structure, elle appartient à toute une société qui est régie par des codes sociaux et des codes culturels. Mais ces sociétés, cette civilisation aussi, elle cohabite ensemble avec d'autres écosystèmes sur la planète. Et donc finalement, c'est là où on est effectivement une petite goutte d'eau. Et tout ça, tous ces éléments extérieurs vont pouvoir nous impacter à notre niveau même d'une petite bulle d'eau. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on peut pas faire autrement. On le subit, il suffit de voir un petit peu que si y a un gouvernement qui change le budget pour les administrations publiques, et vous, dans votre équipe, vous allez peut-être avoir une coupure budgétaire. Ça va peut-être vous impacter à votre niveau. Ça peut aussi être une deadline qui est changée du jour au lendemain. Mais on peut aussi imaginer tout un tas d'autres impacts qui peuvent venir jusqu'à vous. Donc tout ça. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez, c'est intéressant. En tout cas, c'est là. Vous allez subir pas mal d'impacts. Mais vous, dans votre petite bulle, nous, dans notre petite bulle, on va aussi nous-mêmes créer des impacts sur tout ce qui est autour de nous. En fait, une petite goutte d'eau peut aussi créer le raz-de-marée, finalement. Et ça, il suffit de voir un peu, je sais pas, une mise à jour défectueuse de Windows qui va provoquer tout un tas de problèmes dans les hôpitaux, dans les aéroports, tout ça. Finalement, on peut
à notre échelle aussi avoir des conséquences assez ouf sur tous les systèmes environnants. On peut peut-être aussi se poser la question sur la notion des dark patterns, ces éléments des interfaces qui vont manipuler les utilisateurs finaux. Ça va avoir des impacts assez énormes d'un point de vue de santé sur les humains, mais aussi d'un point de vue environnemental. Et il y a des gens qui ont eu l'idée, hein, mais il y a aussi des gens qui l'ont designé et il y a aussi des gens qui les ont implémentés. Donc finalement, tout le monde est là aussi concerné. Et pour revenir juste par rapport à ça, moi je suis un peu quelqu'un d'assez optimiste de nature. Dans cette vision un peu sinistre, moi je suis très optimiste. Je me suis dit comment est-ce que je peux répondre à ces deux facteurs qui sont ce qui va nous impacter et qu'on peut pas gérer, et ce que nous on va impacter mais que du coup on peut peut-être gérer. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut être fait d'un point de vue de design, en tout cas d'un point de vue de conception de produit. Et bien finalement c'est ce que j'ai trouvé, c'est la méthode donc du design systémique qui est née en même temps, enfin grâce à l'association, donc c'est la Systemic Design Association qui a pu faire naître un peu cette nouvelle méthode qui est ni plus ni moins, pour faire très très simple, que la même méthode que le design thinking, mais en ajoutant une vision très holistique, donc intégrer vraiment de façon plus globale tous les systèmes environnants et de manière à pouvoir concevoir pour ne pas nuire à l'environnement, aux individus et à la société. Et je voudrais du coup, à partir de ça, vous montrer quelques petits exemples. Donc première chose qui me semble vraiment hyper intéressant vis-à-vis de tous ces impacts qu'on a, c'est peut-être que si on mettait nos idées à l'épreuve du temps et des disciplines, ça pourrait nous aider finalement à trouver des opportunités et à peut-être faire de la prospection dans nos idées. Et ça, une idée d'un atelier que je peux vous proposer qui est vraiment sympa à faire et pas trop difficile non plus. Ça s'appelle la matrice d'analyse des externalités. Donc l'objectif, c'est vraiment de mapper sur cette cible les idées, de les faire projeter à la fois dans le temps, donc à court, moyen et long terme, et de projeter ça d'un point de vue de discipline. Quels sont mes impacts qui sont positifs pour, par exemple, l'économie à court, moyen, long terme? Quels sont mes impacts négatifs sur l'environnement à court, moyen, long terme? En fait, je vais essayer de challenger un peu mes idées, mais je vais les projeter dans une vision, la fameuse vision holistique. Et ça, c'est super intéressant que vous pouvez mener ça, par exemple, au départ, peut-être dans les équipes un peu qui vont trouver des idées. Et puis après, bien sûr, l'idée c'est qu'une fois qu'on mappe un peu tous ces impacts, comment est-ce que je vais pouvoir atténuer les impacts qui sont peut-être des impacts vraiment négatifs, et peut-être comment je peux accentuer les impacts positifs. Et là déjà, on est un peu sur une phase de brainstorming, mais qui inclut beaucoup plus que juste l'utilisateur final. Cette documentation, elle est gratuite, elle est libre d'accès. Vous pouvez la trouver sur le site de l'association des designers éthiques, dont je suis membre. Et vous pouvez retrouver toute la documentation, le template, comment l'organiser. Vraiment, c'est hyper bien détaillé. Petit point, je vous mets bien sûr un petit QR code à la fin avec une page de Notion qui récapitule tout, avec les liens, les images et puis les slides. Deuxième chose, c'est maintenant comment on peut trouver des solutions qui vont être efficaces et durables. Petit spoiler, la technologie est-elle vraiment la seule et unique solution? Je dis ça parce qu'on est quand même dans un amphi de cerveau très cartésien et très tourné vers la solution technologique. Je suis volontairement un petit peu là pour vous taquiner. Et donc l'idée que de l'atelier maintenant que je vous propose, s'appelle l'analyse en couche causale. Ça fait hyper peur, mais en soi c'est pas du tout complexe en soi. Notre objectif quand on crée des produits, c'est de créer de la valeur. Cette valeur, finalement, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on crée une bonne valeur qui soit, dans ces cas-là, durable et efficace? Là, l'idée, c'est de placer les différentes problématiques qu'on détecte sur un iceberg, enfin, en gros, sur des niveaux en fait de gravité. Et ça va permettre, un exemple, de faire naître tout en haut quelque chose qui est plutôt concret et observable. Ça va être des données, ça va être des choses très factuelles finalement. Et plus on descend, et plus en fait, donc la couche juste en dessous, donc tout en haut, c'est vraiment le fait concret observable. Ensuite, on a vraiment les causes sous-jacentes dans différents domaines. Par exemple, si on parle du numérique et de l'impact, par exemple, du téléphone, il y a énormément
de vente et d'achat de téléphone chaque année dans le monde, mais ça va impacter sur du matériel d'un point de vue des enfants dans les mines et qui vont aller travailler là-dessus pour récupérer ces matières. Ça va impacter aussi sur la fabrication, donc sur la pollution du transport, etc. Et en fait, si on descend encore plus bas au niveau vraiment de ce qui est très profond du problème, on va atterrir sur des choses qui sont plus de l'ordre des peurs et des préjugés. Finalement, quelqu'un qui a c'est difficile parfois d'acheter un nouveau téléphone. On se dit moi je veux acheter un nouveau téléphone neuf parce que il va durer dans le temps, c'est un bon investissement, parce que j'ai peur d'acheter de l'occasion, etc. Et en fait, c'est des choses qui sont plutôt de l'ordre des peurs, des préjugés, des paradigmes. Et là où je veux en venir, et peut-être ce qu'il faut retenir, c'est que quand on conçoit pour apporter de la valeur, finalement, si on veut être tout en haut de cet iceberg et qu'on est sur des choses très observables, on va aller activer un levier qui va être un levier potentiellement qui va être plutôt à faible impact. Ça veut dire que je vais pas résoudre le problème de fond, mais je vais juste amener une résolution superficielle. Je vais surveiller, limiter la vitesse, créer des indicateurs, peut-être des dashboards, des pilotages et tout. Mais par contre, si je veux changer des choses qui sont très très profondes, ça va être peut-être des croyances limitantes. Finalement, ça va me demander beaucoup d'efforts et ça va peut-être être un levier qui, par contre, va être beaucoup plus efficace et durable. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que l'un ou que l'autre. C'est juste qu'il faut le penser comme une histoire, comme une sorte de pattern où je vais prendre un peu de tout. Et là, ça c'est les points de levier. Les points de levier, c'est ce que Donella Meadows, du coup, c'est elle qui a créé cette liste. Il y a 12 points. Et ça va les permettre de les faire de manière du plus impactant au moins impactant. Et de se dire, quel levier je vais activer pour tel problème. Est-ce que je vais sensibiliser ou est-ce que je vais créer une plateforme avec des indicateurs? Peut-être que je vais même faire les deux parce qu'en fait, pour résoudre mon problème, j'ai besoin d'un peu de tout. Et ça, c'est vraiment le truc, je trouve, qui est super important. C'est comment on veut créer notre valeur. Est-ce qu'on est vraiment pertinent? Encore une fois, vous pouvez trouver toute la documentation sur, donc cette fois-ci, c'est Systemic Design Toolkit, donc de l'association qui a créé donc le design systémique. Il y aura le lien aussi. Maintenant, on essaye de trouver des solutions durables et efficaces, mais en fait, il faut aussi, je pense, être responsable et des effets qu'on va provoquer, des effets négatifs de nos décisions. Et ça, il y a un petit outil qui a été créé assez récemment par donc Laetitia Born et Marcia Tavares-Smith, que vous pouvez aussi utiliser, qui est accessible gratuitement et libre. C'est un template Miro qui va vraiment vous permettre donc de faciliter un peu vos impacts et vos effets rebonds et pouvoir vous aider à prendre les bonnes décisions sur est-ce que ces effets qui sont néfastes, est-ce que je dois les garder, comment je peux les gérer. Encore une fois, c'est un atelier que vous pouvez mener en équipe, à plusieurs, c'est vraiment accessible. Typiquement, l'idée c'est de pouvoir commencer avec une intention, une intervention, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez créer, quel problème vous voulez résoudre, et qui va être en contact. Ça peut être donc des personnes, comme vous et moi, mais ça peut aussi être du non-humain. Et finalement, qu'est-ce que ça va engendrer comme effet rebond sur ces actants? Ces effets rebonds, qu'est-ce qu'ils vont avoir aussi comme effet indirect sur l'environnement et sur la société. Donc là, encore une fois, on monte un peu encore dans l'échelle et on essaie d'aller plus loin que juste notre utilisateur final. Et après, bien sûr, l'idée c'est aussi d'aider à prendre des bonnes décisions et donc de mapper les différents risques, de prendre en compte vraiment les risques qui sont associés à chaque potentiel effet rebond. Et de les placer et de pouvoir vraiment se questionner. Là, finalement, j'espère en tout cas que ça vous aura donné une idée de comment on peut activer déjà cette vision holistique, la mettre en pratique de façon simple déjà dans nos projets. Si jamais vous questionnez sur l'avenir un peu du design, je suis convaincue que ça va peut-être se tendre vers cette discipline pour compléter le reste. Il y a déjà pas mal d'outils qui sont déjà disponibles. Avec l'association des designers éthiques, on continue de travailler sur le sujet en permanence. On essaye de faire avancer notre domaine. Et peut-être que si vous vous sentez comme cette petite goutte d'eau qui se sent un peu perdu dans l'océan, vous savez pas forcément comment faire parce que vous êtes peut-être pas maître de toutes les décisions.
en fait, sachez que hier, il y avait le développeur de l'équipe qui nous a sensibilisés sur l'accessibilité. Voilà une action, par exemple, qui commence déjà à permettre d'éviter peut-être des effets néfastes de notre produit, des risques potentiels d'exclusion assez fortes. Et c'est une façon déjà, je trouve, intéressante de pouvoir activer cette nouvelle posture. Après, si vous avez aussi du pouvoir, sachez qu'il y a aussi une belle opportunité à travers ça, c'est de pouvoir vraiment créer des produits qui sont beaucoup plus durables pour la suite. Je vous remercie et s'il y a des questions, avec plaisir pour y répondre. Je répéterai aussi les questions si besoin. Oui. Cette méthode, alors ça fait 1 an et demi que je suis dessus. Je l'applique pas à 100%, ça dépend des contextes, mais ça fait 2 projets sur lesquels ça fait 2 clients différents, 2 projets différents sur lesquels je mets en place certaines actions concrètes autour de cette méthode. Je sais pas si après vous voulez que j'en dise plus, mais ouais. Donc après au niveau de la méthode, c'est exactement comme le design thinking. Donc il y a plusieurs phases selon comment est le projet. Je vais plutôt commencer par exemple par questionner un peu l'équipe d'un point de vue de vision holistique. Qui sont les fameux actants? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu mettre en place. Donc de mapper avec toute l'équipe toutes ces personnes qui vont être concernées de près ou de loin par ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est les premières actions que j'ai pu faire assez facilement. Et puis pareil, après, ça va être de se questionner sur les points de levier. Et donc c'est pas toujours facile auprès des équipes produits, parce que ça va venir questionner finalement notre démarche qui est souvent très numérique. Et parfois, il faut amener aussi du non numérique. Donc, ça veut dire que comment on met en place ça, et c'est un peu les limites de la méthode. Si on n'est que dans une équipe où on a une incapacité à pouvoir aller chercher d'autres profils que des personnes, qui sont vraiment que techniques, on va pouvoir avoir quelques limitations. Il faut par exemple avoir des connaissances. On peut trouver des personnes qui ont des connaissances dans la biodiversité, peut-être aller se rapprocher d'écoles de recherche pour qu'est-ce que c'est le problème avec l'eau, tout ce qui est lié à la pollution de l'eau. Donc en fait, il y a besoin de faire de l'interdisciplinaire. Donc dans les projets, après dans les 2 projets dans lesquels j'ai travaillé, il y a du public et du privé, un milieu start-up et un milieu de recherche. Bon. Oui. Comment est-ce que vous faites, bonjour, comment est-ce que vous faites pour valoriser cette démarche justement un peu plus poussée que le design thinking, justement pour réussir à le vendre, le populariser, etc. Parce que c'est l'objectif, et donc il faut quand même pouvoir réussir à vendre. Ouais, je répète la question. Comment est-ce que je réussis à vendre finalement un peu la méthode ou la valoriser auprès des équipes? Finalement, il y a selon qui on est en face, on va pas employer le même champ lexical on va dire d'argumentaire. Si c'est plutôt effectivement du côté du business, en tout cas, ça va être plus des questionnements comme il y a la CSRD qui arrive. Vous allez avoir un peu des obligations de pilotage de vos impacts positifs, de vos impacts, donc tout ce qui est lié à l'impact de matérialité ou tout ce qui va être lié aussi aux impacts matérialité et financière. Et du coup, ça va être tout de suite de dire, finalement, il y a des opportunités à aller anticiper un maximum ce qui est peut-être un peu imprévisible et qui peut être perçu comme dangereux. Typiquement, si on prend une entreprise qui est dans le tourisme, ils vont être soumis à des réglementations obligatoires pour déplacer, par exemple, leur lieu de tourisme si c'est sur les côtes. Eh bien, l'idée, c'est pas de vivre mal ce sujet, mais plutôt de dire, mais en fait, il y a une opportunité. Si tu te positionnes tout de suite en anticipant que l'eau va monter, que tu vas te retrouver en difficulté, que tu vas être obligé de te déplacer, si quelqu'un s'est déplacé avant toi au bon endroit, tu perds en fait une opportunité. Donc en fait, c'est un peu de trouver la question de l'opportunité qui est vraiment hyper intéressante. Après, ça peut être aussi juste de se placer sur, en fait, si ton produit juste, il n'est pas viable dans la durée, juste à quoi ça sert, littéralement. Donc
Et après, il faut y aller soit sinon des petites graines par des petites graines, et discrètement, on en fait des petites choses, et puis après, les gens, naturellement, prennent la méthode... Enfin, ils se rendent pas compte qu'ils appliquent la méthode, quoi, finalement. Il y a plein de façons d'amener le truc. Oui. Sur le non humain, du coup, c'est finalement quand on produit, quand on produit, peu importe ce qu'on produit, finalement, on a des impacts sur ce qui nous entoure. Les systèmes qui nous entourent, bien sûr, ça va être du non humain, du vivant, mais du non humain. Donc ça peut être tout ce qui va être faune, flore, et bien plus que ça. Et donc c'est comment est-ce que on arrête de faire de l'anthropocentrisme, clairement, et on se dit, on intègre tout ce qui est autour de nous pour l'introduire en fait vraiment dans notre démarche. Et ça, je trouve que c'est vraiment aussi un élément important de la démarche du design systémique, c'est qu'on va arrêter d'être user-centrique, de se dire c'est hyper quand même, c'est hyper anthropocentré, quoi. Et du coup, c'est vraiment de se dire maintenant comment on intègre tout le reste dans notre démarche. Donc ça peut être, on peut créer par exemple un actant qui soit dame nature, enfin un peu comme ce qu'on peut retrouver sur il y a un jeu, des jeux de cartes qui s'appelle the card of the take of the card, et du coup ça c'est pareil, ça va introduire en fait cette capacité à aller chercher tout ce qui est autour de nous et de l'intégrer dans notre démarche. Après c'est vrai que dit comme ça c'est pas très concret pour des cerveaux très cartésiens, ça doit pas être évident. Mais voilà, c'est juste déjà d'y penser. Si on travaille par exemple sur des projets Enedis, imaginons, c'est comment est-ce que j'impacte l'espace urbain, le territoire. Si j'utilise de l'IA, est-ce que ça va impacter aussi une mise en place de gros data centers, et est-ce que ça va impacter l'espace urbain? Ça peut être aussi, est-ce que ça a un impact environnemental? Voilà, est-ce que si c'est dans l'agriculture, est-ce que ça va valoriser l'usage de pesticides en masse? Et donc là, enfin ça peut être plein de points importants, quoi. J'espère que j'ai répondu. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ouais. Allez. Alors donc la question un peu pour aider à vendre et à fédérer un peu l'usage un peu de ces méthodes, est-ce qu'il existe des labels, ou en tout cas j'imagine quelques éléments peut-être plutôt du cadrage et du réglementaire peut-être éventuellement. Côté accessibilité, oui, on a pas mal de réglementations aujourd'hui qui obligent mine de rien à rendre nos interfaces accessibles. Ça va aussi, c'est ce qui se passe actuellement aussi d'un point de vue genre typiquement sur l'IA avec l'IA Act. Ça va être aussi le cas avec alors c'est pas des labels du coup, mais on a aussi la même chose avec tout ce qui est lié à l'éco-conception, et donc c'est pas forcément des labels, c'est pas en mode super j'ai fait après on peut le faire d'un point de vue de communication sur notre site, si on se dit nous voilà on applique on est transparent sur notre façon de faire, ça peut nous donner une image positive, et ça on peut l'utiliser typiquement pour faire du greenwashing, quoi. Enfin ça aussi on l'applique et qu'on essaye de faire quelque chose de vraiment poussé. Typiquement la systémie, il y a eu un projet qui était autour de ça sur la transition systémique du numérique et autres, et donc ça peut être un peu des démarches qui peuvent être valorisées. Donc après il n'y a pas de label existant. Après c'est pas très connu le design systémique encore. C'est très très peu utilisé encore. Ça y est, c'est bon, merci beaucoup.